Voilà. Alors le modem, maintenant, je suis obligé de parler du modem parce que le modem, en fait, plus personne ne s'intéresse vraiment au modem. Il n'y a plus que moi qui m'y intéresse. Mais enfin, le modem respecte-t-il l'intelligence des Français? Lui, le modem, c'est essentiellement un homme. C'est François Bayrou. C'est la technique du pseudo-vieux sage. C'est le type du style « je vous l'avais bien dit, je vous l'avais bien dit, je vous l'avais bien dit, et je vous l'avais bien dit ». Voilà. C'est quelqu'un qui passe son temps à jouer les prophètes de ce qu'il faut faire, de l'Europe, et puis vous allez voir, il n'est démonté par rien. Et lorsque les événements lui donnent tort à 100%, il continue à pontifier comme si de rien n'était. On va voir un petit peu comment ça se passe, parce que c'est en fait l'allégorie d'un certain type comment dirais-je, Alors, auparavant, je précise de quoi il s'agit. Il s'agit ici d'un débat qui a eu lieu entre François Bayrou, il y a 15 ans à peu près, et Jean-Pierre Chevènement au sujet de l'euro. Donc vous allez voir ce que dit M. Bayrou par rapport à Chevènement. On essaie de faire croire, sur divers bancs, comme on dit à l'Assemblée nationale, on essaie de faire croire aux Français que l'Europe les menace. La réalité est que l'Europe les protège. C'est leur seule arme. C'est parce qu'il y a le projet d'une monnaie européenne qu'aujourd'hui le rapport de force est en train de changer entre les États-Unis et nous. Pendant des décennies, les Américains ont gouverné l'économie du monde à leur plus grand bénéfice parce qu'ils avaient l'arme du dollar. Tout le monde a pu vérifier les réglages fins, l'usage habile que les Américains faisaient du dollar pour avoir la prééminence. Je dis à M. Chevènement qu'il se trompe de combat et qu'en essayant d'empêcher la construction de l'euro, c'est en réalité le dollar qu'il conforte. C'est la toute-puissance américaine qu'il conforte et on voit aujourd'hui se manifester les premiers effets bénéfiques de ce projet européen. Pour moi, je ne crois pas que dans un monde qui est en train de s'unir partout, le projet de mettre en Europe, de laisser en Europe la division et de faire croître la division soit une arme au bénéfice des Européens. Donc vous voyez ici les thématiques habituelles. La thématique que la construction européenne aurait vocation à s'opposer aux États-Unis, à faire contrepoids. Je vous renvoie à la conférence qui s'appelle « Qui gouverne l'Europe ?», où je montre, là, par des citations innombrables, à quel point ce sont les États-Unis qui sont derrière la construction européenne, qui poussent constamment à la construction européenne. Constamment. Et je vous signale que nous avons mis en ligne, vous savez, l'article, j'ai souvent cité un article du Daily Telegraph du 19 septembre 2000 qui montre les documents secrets qui ont été divulgués par les États-Unis d'Amérique en 2000, qui montre notamment, qui fait allusion à une réunion qui a eu lieu en 1965 au département d'État, où on voit que ce sont les Américains qui demandent à Robert Marjolin, à l'époque vice-président de la CE, de conduire le projet d'une monnaie européenne de façon discrète. Bon. Il y a des gens qui nous ont dit « Oui, mais ça, vous citez un... » Parce que nous, c'est jamais assez. Hein. Nous, toutes nos citations sont jamais assez. Les autres peuvent dire n'importe quoi, mais nous... Ah oui, mais vous savez citer ça, mais qu'est-ce que vous en savez que le journaliste, etc. Alors nous, on a benoîtement écrit au département d'État, puis ils ont eu la gentillesse de nous envoyer un scan, justement, de la réunion en question. Donc il est sur notre site Internet. D'ailleurs, j'ai fait une longue interview dans une grande revue prestigieuse russe récemment, où je leur ai donné le scan. Ils ont eu la gentillesse aussi de mettre le scan du document qui a été déclassifié. Donc M. Bayrou, soit ment effrontément, soit se trompe complètement. L'euro n'est pas fait contre les États-Unis, c'est les États-Unis qui ont réclamé l'euro. Depuis que nous avons adopté l'euro, avez-vous le sentiment que la France pèse plus contre les États-Unis? Posez la question, et les gens rigolent. Nous sommes devenus les larbins de Washington. Et toute l'Europe occidentale. Il faut voir comment on est devenu désormais les porte-flingues de l'administration américaine pour aller déstabiliser la Libye, la Syrie, l'Ukraine, etc. C'est exactement le contraire de ce qu'il a dit, exactement le contraire de ce qu'il avait promis. Alors, c'était en 1997, donc il y a en fait 18 ans. Bien. Et puis on va passer maintenant 15 ans après, donc je crois que c'est en 2012, au moment de la crise en Grèce. Et vous allez voir M. Bayrou avec 15 ans de plus, donc il a pris un coup de vieux comme tout le monde.
Et donc il est à la radio, et vous allez voir, les journalistes lui disent « Mais alors, c'est quand même catastrophique, l'euro ». Eh bien lui, sans normalement, des journalistes auraient dû dire « Écoutez, monsieur Bayrou, 15 ans après, est-ce que vous présentez vos excuses aux Français ? Vous avez dit, tout ce que vous avez dit est faux. L'Europe se porte absolument mal, ce truc est absolument ingérable, les divisions ne cessent de s'accroître, et nous sommes entièrement soumis aux États-Unis. » Mais non, jamais les journalistes ne diront ça. En revanche, vous allez voir que M. Bayrou joue encore une fois le prêchi-prêcha en train d'expliquer ce qu'il faut faire, comme si de rien n'était, en disant « je considère que ci et ça ». Vous allez voir ce que c'est exactement en 2011, 14 ans après. Et l'invité de RTL Midi, c'est François Bayrou, le président du MoDem. Bonjour. Bonjour. Alors l'Europe est en pleine crise. On ne sait pas si Georges Papandréou sera encore le Premier ministre grec dans une heure. Le pays pourrait même sortir de la zone euro en cas de référendum. Mais on ne sait même plus s'il y en aura un. Vous êtes inquiet pour l'Europe, François Bayrou ? Ce qui est fascinant et aveuglant, c'est en effet le fait que l'Europe aujourd'hui n'a plus de direction clairement compréhensible par tous, qu'elle n'est même plus capable de exprimer de manière claire les choix qui sont les siens, les orientations qui sont les siennes, et que même son fonctionnement est aujourd'hui un sujet d'interrogation pour tout le monde. Alors c'est un premier arrêt que je fais ici pour vous montrer, nous avons affaire à Tartuffe, vous savez, dans Molière. C'est-à-dire qu'il déplore... Là, ce qu'il dit est vrai. Mais, nom d'une pipe, ce que les journalistes devraient lui dire, mais attendez, monsieur Bayrou, vous l'expliquez comment, ce constat ? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? Quelle est votre explication ? Si vous étiez président de la République, en quoi ça changerait ? Puisque la France n'est que 1 sur 28, d'ailleurs vous avez approuvé les élargissements successifs, en quoi vous, élus à l'Élysée, vous changeriez la situation entre l'Allemagne et la Grèce ? Pourquoi est-ce que vous nous donnez ce genre de leçons, à jouer les tartuffes comme ça, à dire « oui, c'est quand même très très impressionnant, etc. » Vous êtes directement responsable de la situation, parce que vous êtes incapable d'expliquer pourquoi ça ne marche pas. Vous voyez, c'est dresser un constat sans jamais essayer de comprendre l'origine. Alors il continue ensuite. Jean Leonetti, le ministre des Affaires européennes, était ce matin... La suite, vous allez voir, c'est le ministre des Affaires européennes à l'époque, en 2011, qui s'appelait donc, qui était de Leonetti. L'histoire a un peu oublié qui c'était, M. Jean Leonetti. Il a été ministre des Affaires européennes en 2011. Vous voyez, les gloires sont fugaces. Jean Leonetti qui a dit, oui, en fait, si la Grèce sortait de l'euro, ça ne serait pas si grave. Alors vous allez voir ce que répond M. Bayrou, qui prend un petit air de commisération, en disant, vous allez voir, il va nous faire une prophétie d'Apocalypse. Voilà. Jean Leonetti, le ministre des Affaires européennes, était ce matin à votre place en face de Jean-Michel Apathy, nous a expliqué que finalement ce ne serait pas si grave que la Grèce décide par référendum de sortir de l'euro. Sa phrase, c'est on pourrait s'en passer, c'est un tout petit pays, 2% du PIB de la zone euro. Me semble-t-il, c'est ignorer les risques de contagion. N'est-ce pas ? C'est une chaîne de dominos. Les dominos tombent les uns après les autres et ils finissent, hélas, par une chute générale. Mais je reviens à la question. Ça serait très grave pour les Grecs. Alors, on verrait ce que c'est que de sortir de la zone euro. En France, il y a des discours à l'extrême droite, à l'extrême gauche qui disent « mais il faut sortir de l'euro ». Eh bien, si on sort de l'euro, ce sera un vaccin contre cette tentation. Ça sera la misère pour les peuples. Alors, là, on est dans le domaine de la pure incantation. Ils disent, on verrait ce que ça... Moi, j'aimerais le voir. On n'a pas encore vu. Ce monsieur Bayrou fait semblant. Alors, c'est vrai qu'on était en 2011. Maintenant, en 2015, je rappelle que 65% des jeunes Grecs de moins de 25 ans sont au chômage. Que 29% des Grecs sont au chômage, de la population générale. Que le taux de suicide, depuis cette époque, a été multiplié par 3 en Grèce. Que l'appauvrissement de la population grecque est dramatique. Le PIB a dû perdre à peu près, depuis cette époque, à peu près 25 à 30%. Alors ça, c'est la misère noire, mais c'est l'euro. Hein. C'est maintenant l'apocalypse. Hein.
Voilà donc un monsieur qui, vous voyez, qui traverse les décennies et jamais personne ne lui demande des comptes sur ce qu'il avait promis. Il avait promis, rappelez-vous, en 97, il faisait la leçon à Jean-Pierre Chevènement, lequel d'ailleurs dans ce dialogue disait des choses qui se sont révélées exactes. Il faisait la leçon en disant « mais sans l'euro, ça serait la catastrophe, ce serait la division ». Et puis 14 ans après, il dit « jamais, c'est affreux, l'Europe est divisée plus que jamais ». Donc il avait tort. Il avait dit également que ça serait la croissance et l'emploi. On voit que ce n'est pas le cas. Eh bien, il est là encore à faire des prophéties d'apocalypse. C'est la technique où toujours la peau du vieux. En fait, bon, je crois qu'il a commencé à finir. Il finit par fatiguer un peu tout le monde. En fait, M. Bayrou, je parle de lui. Il va peut-être falloir que je retire ce chapitre de la prochaine fois que je ferai cette conférence, parce qu'il ne pèse plus grand-chose maintenant, désormais. En attendant, je signale à M. Bayrou que 5 prix Nobel d'économie vivants ont estimé que l'euro est une erreur tragique et que l'Espagne doit en sortir. Paul Krugman, Joseph Stiglitz, 2 Américains, James Mirrlees, un Anglais, Christopher Pissarides, un Chypriote, et Thomas Sargent, un Américain. Qu'est-ce que dit M. Bayrou, qui est prof de philo et qui, en matière d'économie, c'est pas lui faire offense que de dire qu'il ne connaît rien. Je l'ai entendu dire qu'il ne sait pas comment marche l'euro. Rien. Retenons bien la grande manip de tous les opposants bidons au système européiste. De tous. Front National, Front de gauche, DLR devenu DLF, extrême gauche. Je ne parle pas de l'UMP. Finalement, j'ai presque un petit peu pas de sympathie, mais presque un petit peu d'indulgence pour l'UMP, le Parti socialiste et le MoDem, parce qu'au moins c'est clair. Au moins, on sait que c'est des trucs européistes. On n'est pas trop trompé sur la marchandise. Bon. En revanche, il faut être beaucoup plus précis, vigilant. Et en fait, moi, j'en veux beaucoup plus au Front National, au Front de gauche, à DLR, à l'extrême gauche, à tous ces partis qui prétendent être des partis d'opposition, mais qui, en réalité, les écolos, en réalité, servent le système qu'ils prétendent combattre. La grande manip de tous ces prétendus opposants. Premièrement, ils dénoncent de façon virulente et superficielle l'Europe, les questions européennes. Ils font tous un diagnostic cinglant, très méchant, mais souvent très bien vu. Ils dénoncent tous. Nous disons à peu près la même chose que c'est vrai. Ou eux disent à peu près la même chose que nous quant aux conséquences que visibles. Ça, c'est exact. Mais ils en imputent tous, la responsabilité aux autres partis politiques français, et non à l'irréductible divergence des intérêts nationaux qui rendent intrinsèquement non viable le projet européen. C'est c'est l'une des différences essentielles. Nous disons que c'est le principe même de base qui ne peut pas marcher. Et parce que ça ne peut pas marcher, c'est justement ce pourquoi les Américains ne cessent de le promouvoir. Et ils nous demandent de faire entrer la Croatie maintenant. Et il faut faire entrer, c'était le 28e État, et il va falloir faire entrer la Bosnie-Herzégovine, et puis il va falloir faire entrer la Turquie, et puis il va falloir faire entrer la Moldavie, et puis il va falloir faire entrer peut-être la Géorgie, et l'Azerbaïdjan, et l'Ukraine, et puis la Macédoine, etc., etc. Et à chaque fois qu'il y a un nouvel État, ça complexifie le système qui devient totalement ingérable et en fait, ils permettent à l'oligarchie euro-atlantiste de piloter l'affaire. Ils gardent tous, par ailleurs, le silence absolu sur la stratégie des États-Unis en Europe. Demandez au Front National, à DLR, au Front de gauche, à l'extrême gauche, aux écolos, mais au fait, qu'est-ce que font les États-Unis avec la construction européenne ? Alors voilà donc un État, les États-Unis d'Amérique, l'hyperpuissance mondiale, qui se préoccupe lorsque d'un seul coup, je ne sais pas, le président du Burkina Faso a un corps au pied, aussitôt Washington réagit à n'importe quoi, ce qui se passe au Népal, ce qui se passe au Paraguay. À chaque fois, Washington a son mot à dire, intervient. Puis pour la construction européenne, qui aurait vocation à s'opposer à eux, les États-Unis resteraient les bras ballants et ne s'y intéresseraient pas. Ça, c'est la première chose, la dénonciation virulente mais superficielle de ces pseudo-opposants. Et la phase 2, des solutions bidons qui ne dépendent pas des Français. Tous autant qu'ils sont, Front National, Front de gauche, DLR, extrême gauche, écolo, ils proposent tous de changer cette Europe.
Sous-entendu, il y aurait une autre Europe possible. Tous se refusent à expliquer par quel miracle ils pourraient convaincre l'unanimité des 27 autres États, plus Washington, d'approuver leur projet. Jamais ils n'évoquent ce léger détail. C'est que tous leurs projets ne pourraient marcher qu'à la condition que les 27 autres États, plus les États-Unis d'Amérique, aient donné leur feu vert. Autrement dit, rien. Jamais ça ne se produira. Et puis enfin, la phase 3 de la manipulation, c'est le bobard du fin politique, parce que, évidemment, l'UPR se développe, de plus en plus d'adhérents, de sympathisants vont voir les autres partis politiques, participent à des réunions, à des LR, au Front National, au Front de gauche, chez les écolos. Parce qu'il y a des gens qui sont quand même sensibles à ce qu'on est, parce que ce qu'on est n'est quand même pas totalement stupide. Je suis désolé de le dire. Et donc, il y a beaucoup de gens qui viennent nous écouter, puis après qui vont dans leurs réunions, puis qui disent ça. Et à ce moment-là, en général, presque tout le temps, on leur dit, outre les méchancetés d'usage sur l'UPR, on leur fait le coup du bobard du fin politique. C'est-à-dire, ah oui, mais c'est beaucoup... Asselineau, ça va pas du tout. Il est beaucoup trop... Il comprend rien à la politique. Il y a quelqu'un qui s'est fait une spécialité de dire que j'étais un excellent conférencier, je n'étais pas un homme politique. Bon. En attendant, je ne suis peut-être pas un homme politique, mais j'ai créé, avec rien, sans argent, sans médias, sans aucun soutien, j'ai créé un mouvement politique qui a maintenant plus de 7600 adhérents et qui gagne à peu près 9 à 10 adhérents par jour spontanément. C'est le parti en plus forte croissance de France et sans aucun média. J'ai peut-être quand même quelques qualités en matière politique, j'en sais rien. C'est peut-être une hypothèse à envisager. En attendant, on dit derrière nous que oui, mais nous, on n'y connaîtrait rien, etc. Il est beaucoup plus malin de ne pas le dire. Vous avez entendu ça. Je m'adresse ici à ceux qui vont chez DL. Oui, mais c'est beaucoup plus malin, il ne faut pas le dire. Des gens qui se prétendent gaullistes, par exemple, qui disent « Mais non, il ne faut pas le dire ». C'est comme si quelqu'un était allé voir De Gaulle le 17 juin en disant « Chut, demain, on ne dit rien. C'est beaucoup plus malin de ne pas faire d'appel à la résistance. Hein. » Eh bien, c'est pas vrai. Ceux qui vous disent qu'il est beaucoup plus malin de ne rien dire, hein, face à leurs adhérents qui demandent pourquoi leurs analyses et leurs projets restent si flous et inconstants, tous en interne répondent que ce serait beaucoup plus malin d'avancer masqué qu'Asselineau et l'UPR ne seraient pas assez fins politiques. Sauf que les autres partis sont tous sur le déclin rapide et que nous, on est en ascension exponentielle. Voilà. Parce que tout simplement, les Français, c'est le peuple de Gaulle, c'est le peuple de Clémenceau, c'est le peuple des soldats de l'an 2, c'est le peuple de Zola. C'est un peuple qui encaisse beaucoup de choses, qui se laisse un peu aller, qui accepte plein de trucs. Et puis c'est un peuple qui d'un seul coup se réveille et il a des explosions, des éruptions volcaniques. Et c'est un peuple, les Français, qui se rappelle deux choses. La première chose, c'est que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Si l'UPR se développe si rapidement, c'est parce que nous disons la vérité. Je crois avoir, au cours de cette conférence, vous avoir déballé tout ce que j'avais à vous dire. Je ne pense pas à aucun moment dans cette conférence avoir tenu des propos abscons, difficiles à comprendre, sinon vous me le direz. Mais je crois que tout ce que j'ai fait, c'est quelque chose d'extrêmement clair. Et les Français, ils aiment la clarté. C'est un peuple quand même cartésien. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faut jamais dire aux Français qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose et les prendre pour des enfants ou des imbéciles. Au contraire, toute l'histoire de France a montré que lorsque l'on prenait les Français pour des gens intelligents, des gens responsables, des gens qui devaient sauver leur pays, c'est à ce moment-là qu'on obtient des Français un miracle, le miracle du redressement de la France. Comme le disait Napoléon, impossible n'est pas français. Merci beaucoup de votre attention.